à tous et à toutes, ou plutôt à toutes et à tous, puisqu'il y a beaucoup plus de filles présentes que de garçons. Pour ne pas pénaliser ceux qui sont à l'heure, nous allons donc commencer à l'heure. Nous avons 3 topos en première session de cette partie sur la colposcopie. À la fois le point sur le dépistage du cancer du col en France par Christine Bergeron, Geoffroy Canlorgue qui va nous parler d'un sujet qui est difficile, qui est celui des immunodéprimés. Et enfin, nous terminerons par la sémiologie colposcopique avec Jean Gondry, où nous rappellerons comment nous classons les images. Et je laisse tout de suite la parole à Bernard Huynh pour commencer cette session. Bien, donc vous savez que le dépistage du cancer du col a subi des changements à la fois dans l'organisation et dans les instruments. Et donc Christine Bergeron va nous faire un point de ces changements aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Merci de vous être levé tôt. Moi j'ai été obligée parce que je parlais, mais je vous suis reconnaissante de ne pas parler devant une salle vide. Et donc, surtout que cette présentation, vous allez voir, c'est une des plus importantes de la matinée. C'est pas que je veux dévaloriser celle d'après. C'est pour ça qu'on l'a mise en premier, pour attirer tout le monde. Mais quand je vous mets quel changement, c'est surtout quels sont les points de vigilance, comme je dis. Parce que les changements, je suis sûre que vous en connaissez pas mal. Sauf que, comme d'habitude, les Français n'aiment pas les contraintes, comme vous l'avez pu vous en apercevoir durant ces 2 dernières années. Et donc, ils n'appliquent pas du tout un certain nombre de choses qu'on a proposées. Et donc, tous les arguments qui étaient valides pour changer les choses, finalement, on a le contrepoint. Ça ne se passe pas tellement comme on avait prévu, vous voyez. Enfin, dans un sens, ça se passe comme on avait prévu. Et je suis sûre que comme vous venez tôt, vous êtes les gens qui sont concernés et appliquent bien les choses. Mais bon, il faut être optimiste. J'espère vous reconvaincre. Et comme ça, vous sèmerez la petite graine autour de vous. Alors, là, vous avez tous compris qu'on n'est plus... Pourquoi on a changé les choses? Parce qu'on comprend mieux l'histoire naturelle des lésions précancéreuses et le développement vers un cancer invasif, et on comprend mieux la biologie. Tout commence, jamais rien n'est à 100% en médecine, mais bon, dans 98% des cas, ça commence par une infection à papillomavirus qu'on appelle latente ou transitoire, qui régresse. Il faut surtout rien faire chez ces patientes-là, et c'est en général des patientes jeunes en début de leur vie sexuelle. Bon, si jamais il se passe quelque chose, on appelle ça maintenant en biologie l'infection productive, c'est-à-dire que le virus se multiplie, l'ADN du virus se multiplie, produit des effets qu'on appelle cytopathogènes, donc nos fameux coïlocytes, nos fameux bas grades. Le bas grade, ça correspond à une infection productive. C'est le virus qui utilise tous les éléments de la cellule qui l'infecte pour son propre compte, comme souvent font les virus. Ce n'est pas une lésion précancéreuse, l'infection productive. On a bien mis le mot bas grade. Ça régresse le plus souvent sans traitement et ça nécessite seulement une surveillance. Ce qui nous intéresse, c'est l'infection transformante. Confondez pas ça avec la zone de transformation. Et transformante, ça veut dire qu'il y a bien l'expression des oncogènes viraux, E6, E7, qui sont ceux qui induisent une perturbation dans le cycle cellulaire, dans la multiplication des cellules, la perte de contrôle d'ailleurs, et donc qui induit une vraie lésion précancéreuse qu'on appelle une lésion de haut grade. Si on ne diagnostique pas correctement ces lésions et qu'on ne les traite pas, c'est celles-là qui vont donner une lésion invasive. Donc, on s'est dit comment on peut améliorer le dépistage en dépistant mieux ces lésions transformantes et en n'embêtant pas trop les femmes. Donc, il y a eu beaucoup d'études randomisées, c'est-à-dire avec un niveau de preuve maximum
qu'on dit de niveau A, où on a fait 2 bras. Un bras où on a testé la cytologie, puisque vous allez dire la cytologie, on l'utilisait depuis 40 ans, mais on n'avait jamais fait d'études randomisées. On l'avait comparé à rien, puisque c'était le seul outil qu'on avait. Et on l'a comparé avec le test HPV. Dans ces 2 bras, on a bien sûr pris en charge celles qui étaient positives, et celles qui étaient négatives, on les a revues 3 ans plus tard. Eh bien, vous voyez que, j'allais dire, la messe est dite. 3 ans plus tard, il y avait 60% de moins de lésions de haut grade. Est-ce que si je le dis autrement, c'est-à-dire que toutes les lésions de haut grade, qui étaient bien sûr présentes 3 ans avant, ont été dépistées au premier tour, et donc au deuxième tour, c'est la cytologie qui n'avait pas dépisté au premier tour qui les a dépistées. Et donc vous voyez qu'on est, je vois qu'il y a quelques jeunes dans la salle, excusez-moi pour les plus anciens, mais ils sont bien formés aux statistiques, et donc plus que nous au départ, et donc 0,43, ça veut dire qu'on est du bon côté du négatif, et donc c'est ce test-là qui a dépisté au premier tour 60% des lésions, et il n'en restait plus que 40% au deuxième tour. Donc, le test HPV est plus sensible que la cytologie. Maintenant, si vous comparez en suivant les femmes pendant plusieurs années et que vous regardez les performances des tests, vous voyez que là, par exemple, et ça a été fait d'Himmler en Suède, vous avez la ligne bleue qui est la cytologie. Partout, les 4 études là que je vous présente, où il y a eu des suivis jusqu'à 14 ans, la ligne bleue, c'est la cytologie. Vous voyez qu'elle monte, plus que l'autre. Donc, ça veut dire qu'on dépiste après 2, 3, 4 ans beaucoup plus de lésions dans le bras cytologique. Donc, ça veut dire qu'on les a loupées avant. Quand on regarde le test HPV qui est en rouge, eh bien, il est beaucoup plus bas. Mais surtout, je vous ai montré ces courbes pour vous montrer que le test en vert qui a utilisé le co-testing, vous me voyez arriver avec mes gros sabots, eh bien, est tout à fait comparable à la ligne rouge. C'est-à-dire que de faire les 2 tests ne sert absolument à rien. Ça ne rattrape rien de plus que le test HPV aurait loupé. Parce que peut-être qu'on vous raconte ça comme histoire. D'accord ? Donc, vous voyez que les 2 tests, les 2 cours sont absolument parallèles et qu'il n'y a aucun intérêt à faire 2 tests. Si on en a choisi un, c'est parce qu'il est plus performant, et de cumuler les tests, ok, vous faites dépenser de l'argent à la sécurité sociale, vous allez dire on s'en fout, surtout avec tout ce qu'ils viennent de dépenser avec le Covid, mais c'est surtout pour la patiente que vous l'embêtez, parce que vous allez avoir bien sûr des excuses qui vont être HPV négatifs, et vous allez les envoyer en colpo. On fait un retour 15 ans en arrière, alors qu'on voulait avancer, il paraît, en mettant le test HPV en premier. Maintenant, si on regarde les cancers invasifs, là, on parle de la vie de la patiente, on ne parle pas juste de dépister une lésion précancéreuse. Vous voyez que la ligne du haut, c'est la cytologie, et donc combien de femmes, quand on les a suivies pendant 8 ans, toujours études randomisées, ont développé des cancers. Les 3 premières années, c'était comparable. Au bout de 3 ans, il y a eu beaucoup plus de cancers invasifs dans le bras cytologique. J'espère que vous n'aurez pas ça dans votre expérience professionnelle, mais tout le monde sait ou a, quand on exerce depuis longtemps, eu un faux négatif avec la cytologie. Et vous voyez que la courbe en bas, eh bien, on a moins de cancers invasifs. On n'est plus dans, je vous dis, dans la lésion précancéreuse. On est vraiment dans la survie. Et là, pareil, même raisonnement, quand on fait du co-testing, puisque c'est la courbe en verte, vous n'allez pas éviter plus de cancers. Vous n'allez pas sauver plus de vies, comme on dit. Et donc, vous voyez très clairement que notre approche qu'on a proposée est plus performante et permet de soulager, normalement, vous allez voir, le nombre de tests qu'on va faire. Et d'ailleurs, le New England Journal of Medicine 2021 a publié en décembre de cette année la comparaison des tests. Et vous voyez bien que
l'HPV seul comparé au co-testing est meilleur et donc, je veux dire, est plus performant. Performant, ça veut dire à la fois sensibilité et spécificité, valeurs prédictives positives et négatives. Donc, voilà ce qu'on a proposé. C'est sur vraiment des preuves médicales, scientifiques, et ce n'est pas juste pour une ou deux études. Donc, on s'est dit, après 30 ans, on fait le test le plus sensible. Donc, on commence par l'HPV. S'il est négatif, on rassure la patiente. Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus l'avoir. Ça veut dire que, pour ce qui concerne le dépistage, vous êtes tranquille et on peut faire ce test que tous les 5 ans. Si c'est positif, j'allais vous dire, là, les problèmes commencent, parce qu'il faut bien sûr trier celles qui ont des vraies lésions, et donc il faut faire une cytologie sur le même prélèvement. S'il est anormal, bien sûr, vous l'envoyez en colposcopie. S'il est normal, vous êtes dans un groupe à risque, qui sont les femmes qui sont HPV positives. Vous les suivez à un an pour voir si son infection a bien régressé ou si elle persiste. Si cette infection persiste à 1 an, vous l'envoyez en colposcopie pour regarder si elle n'a pas une lésion. Donc, on a normalement, avec cette approche, permis d'espacer les tests chez des patientes qui n'étaient pas à risque et permet de suivre de manière appropriée celles qui définissent le groupe à risque et qui sont les HPV positifs. Maintenant, la deuxième chose, et donc, il faut, quand vous avez votre feuille de prescription, cocher les bonnes cases et avant 30 ans, vous faites la cytologie comme avant. Automatiquement, on vous fera bien sûr un test HPV si on a un ascus ou une atypie cytologique glandulaire. Après 30 ans, on fait le test HPV. S'il est positif, on va vous faire la cytologie réflexe. Et après, quel que soit le niveau de la cytologie, ascus, ascache, bas grade, haut grade, tout le monde va en colpo. Alors, les conséquences pour vous, c'est que la cytologie, et c'est surtout d'ailleurs pour nous, les conséquences, les anapathes, a beaucoup diminué. C'est normal, parce qu'on ne le fait plus que dans le groupe à risque. Donc, ça correspond à peu près plus qu'à 20% du volume de la totalité des tests de dépistage. Et donc, là-dessus, vous avez assez bien appliqué les recommandations, après 30 ans et avant 30 ans, de faire le bon test et de cocher la bonne case. Quand il y en a quelques-uns qui cochent les deux, on se permet de les appeler pour leur expliquer que c'est mieux de ne pas le faire pour ne pas emmerder les patientes. Après, combien vous allez avoir de positifs? Après 30 ans, on est entre 10 et 15%. Au départ, je pensais même qu'on serait plus, parce qu'on disait qu'en France, il y en a plus de positifs qu'ailleurs. Bon, soi-disant qu'on a des modes de vie, les pays latins, enfin bon, tout un délire. Bon, non, on est à 10%. Donc, on est bien comme les autres pays. Parmi ces 10%, vous allez avoir 30% de positifs avec la cytologie. C'est facile à calculer. 30% de 10%, ça veut dire 3%. Donc, au premier tour, vous allez envoyer en colposcopie 3% de la totalité de vos patientes à qui vous avez fait un test HPV. C'est à peu près comparable à ce que vous faisiez quand vous aviez la cytologie. Vous vous souvenez, quand vous envoyez tout ce qui était en cytologie, ascus HPV+, et puis les bas grades, les hauts grades et tout ça. Donc, là-dessus, il n'y a pas trop de surcharge de travail. Le problème qui commence, c'est au bout d'1 an. Parce qu'au bout d'1 an, vos 70% des 10%, donc vos 7% qui étaient HPV négatifs, vous allez les cytologie négative, vous allez les revoir. Et là, il y en a beaucoup qui vont être encore positifs. 60% restent positifs. Donc là, les ennuis commencent pour vous, parce que la femme, elle a attendu 1 an, elle a toujours son test HPV positif, vous allez la voir en colpo, puis il n'y aura rien du tout. Donc vous allez vous dire, madame, je ne peux rien vous faire, je vous revois en 1 an, elle va s'énerver et tout ça, elle va peut-être aller voir un autre collègue, etc. Bon, si vous voulez savoir tout ça en détail, c'est ça dont on va parler à la Société de Colpo au mois de juin, où j'espère que vous allez venir nombreux. Mais en tout cas, cette diapo, c'est pour vous dire que vous allez avoir le double de colpo à faire. Donc la jeunesse, j'espère que vous allez vous intéresser à la colpo,
Parce que là, on en a besoin de colposcopistes avec cette approche. On a peut-être rendu les choses plus sensibles, mais on a le double de colpo à faire qu'avant. Alors, maintenant, le deuxième point sur lequel je voulais insister, l'organisation. Il paraît qu'on a un dépistage organisé, puisqu'on est dans le groupe du sein, du côlon et du col maintenant. Alors, il y a toujours plein d'agences en France, vous savez. Donc, l'INCa a écrit le programme. Santé publique France est chargée de contrôler les données. Et puis, bien sûr, la CNAM, elle paye. Et donc, il y a 17 centres régionaux de dépistage. Vous avez peut-être eu affaire à eux pour le côlon ou le sein, qui sont chargés d'envoyer des invitations, de contrôler celles qui se font suivre correctement si elles ont des tests positifs. Et puis, nous... on est les petits bras qui font les tests, hein, que vous soyez anapathe ou gynéco, on fait le boulot. Alors, pour qu'ils aient les données, ces agences, on doit leur envoyer nos résultats. Mais il y a eu le RGPD qui est arrivé depuis. Le RGPD, encore autre chose, il y a toujours des contraintes et des règles, et donc il faut que les patientes aient donné leur accord. On n'a plus rien. Avant, on cochait une case, je m'oppose. Il y en avait toujours qui s'opposaient. Il y avait toujours une case que je m'oppose. Mais là, maintenant, c'est un peu plus compliqué. Il ne faut pas seulement cocher si elles s'opposent, il faut vérifier qu'elles sont d'accord. D'accord ? Donc, alors qu'avant, on envoyait les résultats. On ne leur dit pas, êtes-vous bien d'accord qu'on va envoyer vos résultats. Bon, et donc, il faut que vous cochiez une des cases, qu'elle est d'accord ou qu'elle n'est pas d'accord. Alors là, je vous dis, autant vous avez bien choisi avant 30 ans, après 30 ans, ça va bien, sauf que là, vous ne cochez rien ou vous cochez les deux. Donc, dans ces cas-là, on n'a rien le droit d'envoyer. Donc, nous, on était plutôt les bons élèves, on envoyait nos résultats au centre de l'Île-de-France, et bien maintenant, on n'envoie plus rien, donc ils n'ont plus aucun renseignement. Donc, ils sont payés pour rien faire. Donc, ça, c'est les nouveaux centres régionaux qui sont... très efficaces. Non, mais ils sont désespérés parce qu'ils sont vraiment payés pour rien faire et ne reçoivent plus de données. Donc, s'il vous plaît, si vous décidez de faire partie du dépistage organisé, cochez une des deux cases. Parce qu'autrement, nous, on n'a pas le droit de faire les choses. Alors après, les invitations, qui est le troisième point. Là encore, les centres régionaux sont censés envoyer les invitations à des gens ou à la CNAM. La patiente, on voit qu'elle n'a pas eu de trucs remboursés depuis au moins 3 ans, puisqu'avant c'était la cytologie tous les 3 ans, et que, il faut lui envoyer une invitation. Et donc, vous avez peut-être dans votre entourage des femmes qui reçoivent et qui arrivent à vos cabinets avec cette invitation. Cochez bien et collez bien les étiquettes, puisque c'est 100% remboursé. Elles n'ont rien à débourser normalement, et normalement, après, elles seront suivies particulièrement par ces centres régionaux pour être sûres qu'elles font bien le suivi qu'il faut faire si jamais le test est positif. N'oubliez pas que ça reste 40% des femmes en France qui n'ont pas de test de dépistage. Et pour l'instant, comme les centres régionaux ne fonctionnent pas bien, les invitations n'arrivent pas et on est toujours... Toute cette organisation, c'était pour augmenter la couverture. Ça reste toujours à 60% dans les meilleurs des cas. Donc, vous voyez, c'est ma dernière diapo. Il y a plein de bonnes intentions dans ce qu'on a essayé de faire, mais d'un côté, on a bien changé le test et la plupart du temps, ça se passe bien. Je mets un point de vigilance sur le co-testing. Ne faites pas du co-testing, ça ne sert à rien et vous embêtez les patientes pour rien. Par contre, ça fonctionne mal avec les agences. Vous allez dire on s'en fiche. Oui, mais bon, la couverture ne bougera jamais en France s'ils n'agissent pas. Et donc, on aura toujours 40% de femmes qui n'ont pas de test. Et c'est quand même dans ce groupe-là qu'il y a 60 à 70% des cancers invasifs en France. Donc, si on fait tout ce boulot pour ne pas diminuer les cancers invasifs, on travaille un peu pour rien. Bon, voilà, c'était ça mes messages. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Merci Christine. Comme les sujets sont quand même assez différents, nous allons peut-être commencer à voir si vous avez des questions à la salle. Comme j'étais assez vite sur les moins de nouveaux 20 principes minutes. du dépistage et à la fois sur l'organisation de celui-ci. Ouais. Il y a 2 versants. Merci Christine. Question
pratico-pratique d'une gynéco de terrain. Oui. Cette histoire nous est arrivée en plein début de Covid. Et effectivement, on avait pensé à ce moment-là discuter nous-mêmes avec nos patientes et leur expliquer, parce que ce n'était pas le moment de faire des articles dans les journaux, mon autre casquette, de façon à expliquer. Le problème, c'est que maintenant, elles ne sont pas du tout au courant, et que notre Covid national est en train quand même de nous laisser un peu tranquilles, du moins je l'espère. Est-ce que ça ne serait pas le moment de faire, pour votre société, une campagne d'information des patientes, parce que ce qu'on voit dans les cabinets, c'est pas triste. Ça, c'est une chose, parce que de toute façon, on se fait insulter quand on leur dit c'est bon, c'est dans 5 ans, mais vous vous rendez compte, c'est pas possible, etc. Ça, c'est une chose. D'autre part, pour parler des agences. Les agences, moi, il m'arrive très souvent maintenant, quand on a les étiquettes à coller, etc., que je me rends compte que mon dernier frottis dans mon dossier, il date de 9 mois, 1 an. C'est-à-dire qu'on a l'impression que certaines agences remplissent. Parce qu'elles n'ont pas les infos. Voilà. Donc ça, c'est une... Mais alors, je suis complètement d'accord avec vous. Donc, le fait qu'on informe, on va participer, puisque ça commence, qu'on puisse se revoir. C'est pour ça que j'en ai profité pour vous faire une petite publicité sur notre congrès qui va être enfin en présentiel, parce que moi, je suis la présidente depuis 2 ans et demi. Je vous ai jamais vu, donc c'était cool d'être présidente. Enfin, c'était pas du tout intéressant. On se voyait seulement sur des écrans. Bon, donc on va faire ça, on va faire des conférences de presse et tout ça. Donc là, complètement d'accord, on doit participer à cette information. Mais conférences de presse, pas seulement aux médecins. Non. Presse, c'est avec les journalistes, pour qu'ils informent les patients. Oui. Les médias et la presse publique. Bon, ouais. Donc le grand public. Donc complètement d'accord avec votre suggestion et on va travailler là-dessus. Après, ce qu'ont fait les agences, je veux dire, là, on ne les contrôle pas. Mais je peux vous dire que le constat, c'est une catastrophe. Parce qu'ils n'invitent pas les bonnes patientes et ils n'ont pas non plus, eux, forcément les bonnes informations. Bon, donc là, on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Mais je suis d'accord avec vous. C'est un constat. C'est un constat. Alors, est-ce que d'autres gens ont envie de dire quelque chose sur tout ça, ou vous avez tous compris? Au fond, il y a une personne. Oui, excusez-moi, comme peut-être tout le monde ne pourra pas aller au congrès de début juin. Pourquoi? Ouais, peut-être pour des problèmes organisationnels, je ne sais pas. C'est dommage. Vous ne savez pas ce que vous ratez. Quand même, pour les HPV positifs chaque année, si vous pouvez nous dire un tout petit mot quand même pour qu'on sache, est-ce qu'on fait une colpo chaque année? Voilà. Si ça reste positif, oui. Donc c'est très contraignant pour vous, mais c'est surtout la patiente qui va être extrêmement anxieuse et que vous allez passer beaucoup de temps de votre consultation pour lui dire qu'elle se calme, qu'il n'y a rien, que votre colpo est normale, puisque bien sûr si elle est anormale, vous allez biopsier et traiter la patiente si nécessaire. Mais si tout est normal à la colpo, oui, il faut l'avoir tous les ans. Merci. Je rappelle juste une chose, c'est que l'étiquette de l'invitation, c'est l'invitation pour la cytologie, c'est-à-dire que la consultation n'est pas prise en charge. Ouais. La cytologie ou pour la virologie. Ou la virologie. Là, oui, pour le labo, mais pas la consultation. Oui, parce qu'elles arrivent avec leur étiquette en croyant que... Tout va être payé, oui. Ouais. Bon, alors, merci. On y va. Merci Christine. Je vais donc inviter le professeur Geoffroy Canlorbe à nous parler d'une situation particulière qui n'avait pas été jusque-là traitée par les recommandations officielles, qui est celui des patientes immunodéprimées, quelle que soit la cause de cette immunodépression. Parfait. Bonjour à tous. Donc effectivement, je m'appelle Geoffroy Canlorbe et je suis gynécologue à la Pièce-Salpêtrière. Donc je vous remercie de m'avoir invité à communiquer sur ce sujet. Alors, quand on parle d'immunodépression, j'ai fait un petit peu le tri dans la littérature pour savoir ce que j'allais aborder. Et donc, j'ai vu que la littérature traitait essentiellement tout ce qui était immunodépression liée au VIH, lupus, je vais vous revenir là-dessus, greffe, maladie inflammatoire chronique de l'intestin ou maladie de Behçet, essentiellement. Puis vous allez voir, c'est surtout le VIH qui est représenté. Alors, je me suis posé la question de ces patientes immunodéprimées, que faut-il faire pour la prise en charge de leurs lésions cervicales, vulvaires, de haut grade, de bas grade, la vaccination?
Donc j'ai d'abord regardé, pour préparer le topo, qu'est-ce qui se disait dans les recommandations françaises, que vous connaissez, qui ont été publiées entre 2016 et 2019, que ce soit le diagnostic, le dépistage ou le suivi post-thérapeutique. Et puis en fait, il n'y a rien sur les patientes, tout est sur les patientes non immunodéprimées, donc il n'y a rien dans ces recommandations sur les patientes immunodéprimées. Donc attention, tout ce qui est dit dans ces fréquences de dépistage, etc., ne concerne pas les patientes immunodéprimées. Donc j'essaie de regarder un petit peu plus large et de regarder dans le monde ce qu'il y avait des recommandations particulières. Donc oui, il y a eu des recommandations, mais elles dataient de 2013 aux États-Unis, essentiellement pour les patients de VIH+. Et puis j'ai élargi un petit peu mon spectre de moteurs de recherche. Et puis là, oui, effectivement, j'ai trouvé des recommandations qui avaient été publiées par plusieurs sociétés savantes régulièrement, mais qui restaient à chaque fois prudentes. Et puis récemment, il y a eu, en 2017 déjà, une note sur l'immunodépression et vaccination de la Société internationale. Alors, je vais commencer par... donc j'ai scindé mon topo en séparant les pathologies. Donc je vais d'abord parler du VIH, pour après parler des autres pathologies. Alors, quid de la relation entre le VIH et l'HPV ? Donc, ce qu'il faut bien savoir, et ce que vous savez, c'est que le VIH est un facteur de risque, d'accord, d'évolution vers le cancer du col des lésions HPV induites. Et là, on voit très bien sur cette cohorte prospective américaine qui avait été publiée en 2013. Et vous voyez ici la courbe du haut. Je ne sais pas si vous voyez avec ma souris. Voilà. Vous voyez ouais. Donc, vous voyez ici, donc ça c'est la base de données américaine. Donc ça c'est la population tout venant de l'incidence du cancer du col. Et vous voyez ici que pour les patients VIH+, en fait la courbe est significativement très supérieure par rapport aux patients de VIH-. D'accord ? Donc vraiment, le VIH a une grosse part dans l'incidence du cancer du col. Mais ce qui est important de voir, c'est que ce n'est pas le VIH en soi, c'est qu'il y a une corrélation avec à la fois le taux de CD4 et puis la charge virale. Et plus le taux de CD4 est bas, donc c'est les courbes qui sont ici, eh bien plus l'incidence de cancer du col est augmentée, et plus la charge virale est élevée, et bien plus aussi l'incidence du cancer du col est augmentée. Donc ça, c'est vraiment à avoir en tête pour comprendre, finalement, vous comprenez, ça va être l'importance du traitement VIH pour la prévention et la prise en charge de nos patientes en ce qui concerne les lésions cervicales. Et donc ça, je trouve que cette courbe était vraiment très illustrative. En fait, c'est donc une cohorte prospective également aux États-Unis, où ils ont regardé donc des patients de VIH+, donc toutes des patients de VIH+, ils ont regardé celles qui prenaient en charge pour un cancer du col, et ils ont regardé rétrospectivement celles qui avaient des cancers du col, quel était leur taux de CD4 qui a amené dans le passé, à aboutir au diagnostic de cancer du col. Et vous voyez que ça, c'est les patientes, elles sont toutes VIH+, ça, c'est le taux de CD4, et vous voyez qu'on est ici, d'accord, on est ici, et quand on regarde toutes celles qui avaient un cancer, on voyait que leur taux de CD4 a progressivement diminué, alors que celles VIH+, qui n'avaient pas de cancer, évidemment, leur taux de CD4 était dans le temps assez stable. D'accord. Donc ça, c'est vraiment important aussi à avoir en tête. Alors, c'est du rétrospectif, mais on peut se douter que si jamais on est à ce niveau-là, ça risque d'évoluer vers l'incidence du cancer du col. Donc, aboutit là la question du bénéfice du traitement antirétroviral. Et donc là, c'est une étude qui a été publiée en 2017 dans le Lancet. Donc, c'était une grosse méta-analyse. Et donc, on voyait qu'il y a un bénéfice du traitement antirétroviral avec un odds ratio à 0,8 de façon significative pour les prévalences de l'HPV à haut risque. Et si jamais on regarde quel est le bénéfice d'introduire le traitement antirétroviral à nos patients de VIH+, pour prévenir la progression des dysplasies cervicales, c'est significatif, il y a un bénéfice. Pour permettre, favoriser la régression des dysplasies cervicales quand on l'a, oui, il y a aussi quelque chose de significatif qui est en faveur du traitement antirétroviral. Et même également de façon significative pour diminuer le risque de cancer du col. Donc finalement, alors c'est pas nous, en tant que gynécologues, qui allons gérer ça, mais en tout cas, c'est dans la prise en charge, quand on sait qu'on a une patiente VIH+, qu'on suit, ça vaut le coup, en tout cas, de bien s'informer avec elle, qu'elle a bien un suivi du point de vue VIH, un traitement adéquat, un suivi régulier, parce qu'on sait que ça peut impacter sur la prévalence et l'incidence des pathologies. Cette diapositive, je me permets de vous la mettre aussi, c'est pour vous la présenter, pour montrer que je vous ai montré qu'il y avait un réel bénéfice du traitement, mais en fait, toutes les patientes ne sont pas toutes égales en fonction de là où elles sont prises en charge. Et donc, vous voyez, nous, on est plutôt ici en Europe. Ça, en fait, donc ART, c'est le traitement antirétroviral, l'acronyme. À partir du moment où on met en place le traitement antirétroviral chez nos patientes, l'incidence chez ces patientes VIH+, diminue, d'accord, après la mise en place. Également en Amérique du Nord, en Amérique latine. En revanche, en Afrique du Sud, ce n'est pas le cas. Vous voyez, à partir du moment où on met en place le traitement, finalement, ça ne change pas l'incidence du cancer du col, voire ça augmente un petit peu. Donc là, ça interpelle un petit peu sur la façon dont les patientes sont prises en charge, dont la compliance au traitement, dont le suivi. Bon, du point de vue santé mondiale, ça interpelle un petit peu. Alors, donc ça, vous voyez, c'était vraiment pour vous montrer l'importance, finalement, du traitement des patients de VIH+.
Alors maintenant, comment est-ce qu'on prend en charge les patientes une fois qu'elles ont des lésions de bas grade? Ça, c'est le tableau qui avait été publié par l'INCa en 2016 et qui montrait que d'une façon générale, je ne parle pas du VIH+, on sait que les lésions de bas grade, je parle des lésions de bas grade, de la cytologie, ça régresse dans l'immense majorité des cas, ça persiste dans 5% des cas et ça peut évoluer rarement vers une lésion de haut grade, ou alors plutôt une lésion de grade qui apparaîtra à côté, mais en tout cas c'est rare. En ce qui concerne les patients de VIH+, c'est pas du tout ce taux-là qu'on retrouve d'évolution, c'est 25%. D'accord ? Donc attention, nos patientes qui ont des lésions de bas grade, c'est pas forcément les lésions de bas grade qui évoluent vers du haut grade, mais c'est des patientes qui sont à risque avec l'apparition de lésions de haut grade. Et tout ça est corrélé avec le taux de CD4 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, comment est-ce qu'on prend en charge ces lésions cervicales de bas grade chez nos patientes VIH+. Alors, est-ce qu'il faut faire un suivi ou un traitement? Et là, l'étude qui avait été publiée en 2005, c'était une étude italienne, rétrospective. Ils avaient comparé, j'ai ma patiente VIH+, qui a du bas grade, est-ce que je la suis ou est-ce que je fais une conisation? Alors le suivi, la question qui se posait, c'est si je la suis, quel va être le taux de progression? D'accord, quel est le taux d'évolution vers une lésion de grade? Et puis la question qui se posait, c'est si jamais je fais une conisation, quel va être mon taux de récidive d'une lésion de haut grade? Alors en ce qui concerne la progression, vous voyez que si jamais on ne traite pas les patientes qui ont des lésions de bas grade, d'accord, j'ai une lésion de bas grade chez une patiente VIH+, je ne la traite pas, je ne fais que la suivre, et bien vous voyez, ils ont regardé ce qui se passait, et vous voyez que vous avez une progression vers des lésions de bas grade jusqu'à quasiment 60% des cas quand on est VIH+. D'accord ? Mais si jamais je fais un traitement qu'on pourrait considérer comme un petit peu excessif sur ces lésions de bas grade, on fait une conisation, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, alors ça c'est significatif. Eh bien, vous voyez que vous avez quand même quand on traite, quand on fait la conisation d'une lésion de bas grade, vous avez un risque d'évolution de 40% dans un groupe VIH+. D'accord ? Donc finalement, avoir un traitement assez excessif de conisation chez ces patientes, ça n'empêche pas qu'il y ait d'autres choses qui apparaissent par la suite. Voilà. Donc ne pas être excessif dans notre traitement, et ces résultats qui donnaient étaient significatifs, mais ce qui était surtout important, c'est qu'en fait, ce qui était significatif, c'était le taux de CD4. Donc c'est pas le temps d'avoir fait la conisation qui protège, non, ça sera surtout de corriger le taux de CD4 et d'équilibrer le VIH. Alors ça, c'était un essai randomisé contrôlé qui avait été fait en Afrique du Sud, où ils avaient regardé, j'ai ma patiente qui a du bas grade, est-ce que je fais une cryothérapie ou est-ce que je surveille, tout simplement. C'était randomisé. Et donc, ils s'étaient posé la question sur quasiment 300 patientes. On les avait randomisées, 100 patientes cryothérapie, 100 patientes surveillance. Quel était le taux de lésion 12 mois plus tard entre les deux groupes en fonction de ce qu'on fait. Et donc, ils voyaient que, oui, il y avait quand même moins de lésions de haut grade à 12 mois, d'accord, 2% versus 15% dans le groupe surveillance, et que ça restait significatif. Mais attention, encore une fois ici, il y a ça, mais surtout l'impact du traitement, du contrôle de VIH qui joue. Ça, c'est une étude qui avait été publiée en 2010, toujours en Afrique du Sud. Et donc, ils avaient regardé, alors là, en fait, ils étaient plutôt partis sur du général. J'ai une patiente qui a de l'HPV. Est-ce que ça a l'intérêt que je fasse d'emblée de la cryothérapie versus surveillance pour prévenir les lésions de grade à 36 mois, d'accord ? Et ce qu'ils montraient, c'était que, effectivement, dans le groupe contrôle, si jamais on ne fait rien, vous avez des lésions de grade qui apparaissent, alors que si jamais on fait la cryothérapie, ça permet de le diminuer. De toute façon, c'est pas vraiment nos pratiques, mais c'était surtout des images pour montrer que ces patientes, quand on les suit régulièrement dans le cadre de protocole, il y a des lésions qui apparaissent. Alors, comment prendre en charge? Je vous montrer un petit arbre décisionnel qui récapitule à la fin. Pour la prise en charge des lésions cervicales de haut grade, d'accord? Vous avez compris que les lésions de bas grade, il fallait les surveiller, que finalement faire des conisations, ça n'empêchait pas qu'il y ait d'autres choses qui apparaissent par la suite. En revanche, les lésions de haut grade, donc ça c'est une étude randomisée, toujours au même endroit, publiée en 2017. Ils ont fait conisation versus cryothérapie. 455 patientes randomisées. Quel était le taux de récidive de haut grade après le traitement? Et donc ils ont vu que dans le groupe conisation, eh bien en fait on avait significativement moins de lésions de CIN2 ou plus à 6 mois, de façon significative, mais que cette différence ne persistait pas à 12 mois. D'accord ? Donc ça c'est important à voir, dans le sens où, même quand on pense avoir bien traité, ces patients sont quand même à risque d'évolution par la suite. Donc voilà, autre donnée, pareil, qui montre que l'exérèse à court terme fait mieux, mais vous voyez quand ils avaient analysé aussi en multivarié, c'était publié en 2019, que c'est finalement, pour le contrôle à long terme, c'est surtout le contrôle du CD4 qui compte. D'accord ? Alors après la question, je vous ai montré que ça récidivait, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait faire pour limiter le risque de récidive de ces hauts grades après une conisation? Donc là j'ai trouvé qu'un seul papier, très ancien, je vous l'ai montré parce qu'il y a un résultat qui est significatif. De là à dire que c'est ce qu'il faut faire, je ne sais pas, mais en tout cas, ils avaient montré que quand on regardait, après une conisation, quand on mettait du 5FU ou de la surveillance, eh bien,
il y avait moins de risques de récidive de lésions de haut grade dans le groupe 5FU que dans le groupe observation. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'il montrait que c'était finalement aussi une corrélation avec le taux de CD4 et le traitement antirétroviral. Donc je pense que c'est surtout ça qu'il faut noter. Vos patientes qui ont des lésions de haut grade et que vous traitez, d'accord, c'est surtout le contrôle à distance des CD4, enfin le contrôle de la maladie qui compte. Chez les patients immunodéprimés, donc là j'ai parlé des lésions cervicales de bas grade, de haut grade. Maintenant, ce qui concerne les lésions périnéales, donc là c'était une étude qui avait été faite en France, qui avait été publiée en 2009. Donc bon, chez les hommes, le principe est le même, où en fait ils avaient regardé l'intérêt de l'imiquimod pour la prise en charge des condylomes chez les hommes immunodéprimés, et on voit que l'imiquimod a vraiment une très bonne efficacité sur la prise en charge des condylomes. Donc il ne faut pas se dire, je ne vais pas donner l'imiquimod à ma patiente ou mon patient parce qu'il est VIH+, parce que c'est un immunomodulateur et donc ça risque de ne pas marcher dans un patient immunodéprimé. Non, c'est faux. Vous pouvez donner l'imiquimod pour le traitement des condylomes de ces patients. Et puis ça agit aussi sur les lésions anales, périanales versus placebo. Une étude qui a regardé pour les condylomes, est-ce qu'il y avait un intérêt à faire l'imiquimod versus la cautérisation. Vous voyez que le petit losange touche le 1, donc finalement il n'y a pas vraiment grand-chose de significatif, d'accord. Donc l'imiquimod, ça marche très bien et vous n'êtes pas obligé d'aller opérer vos patientes. Alors, est-ce que ça peut marcher aussi dans la prise en charge, dans la prévention des récidives après chirurgie? Ça, c'était un case report, mais qui était assez illustratif, donc c'est pour ça que je l'ai mis, qui a été publié aux États-Unis, où en fait, c'est une patiente qui avait une pathologie vulvaire HPV 28, donc on disait maladie de Bowen, même si la classification cette terminologie peut être discutée. Donc en fait, elle a récidivé, donc on l'a opéré, les auteurs déclarent avoir opéré la patiente, enfin une exérèse. Elle a récidivé 2 mois après la chirurgie. Et donc là, ils se disent, bon, on va pas recouper. Donc on va tenter l'imiquimod. Et en fait, après quelques semaines de traitement, il y a eu une disparition complète des lésions de haut grade vulvaire. Et ce qui restait, c'était juste du bas grade. D'accord ? Donc vraiment un intérêt de l'imiquimod pour la prise en charge des condylomes, des lésions peu inquiétantes, mais aussi des lésions de haut grade. Une étude qui avait été publiée en 2019, une étude anglaise, où en fait ils avaient regardé pour les néoplasies intravulvaires de haut grade toujours, en fait est-ce qu'il y avait une différence entre le type de traitement, et en fait il n'y avait pas de différence d'efficacité que vous fassiez du exérèse, du laser ou de l'imiquimod. En revanche, il y avait une corrélation avec toujours le taux de CD4. Voilà. Alors en ce qui concerne le vaccin, la question se pose, est-ce qu'on peut vacciner finalement nos patientes qui sont VIH+, que ça a un impact, un intérêt? Donc ça, c'est une pub qui avait été publiée en 2018, où ils avaient, donc c'était des hommes et des femmes qu'ils avaient inclus dans l'étude, quasiment 600 patients, donc hommes et femmes, de plus de 27 ans, qu'ils avaient suivis pendant quasiment 4 ans dans 7 pays, où ils avaient randomisé entre placebo versus le quadrivalent, et ils avaient regardé ce qui se passait dans les 4 années. Et ils n'ont pas mis en évidence de bénéfices, je vais vous mettre en vert la seule chose qui est significative, de bénéfices démontrés, alors c'est pas parce qu'ils n'ont pas démontré qu'il n'y en a pas, mais en tout cas, ils n'ont pas réussi à mettre en évidence pour la prévention des lésions cervicales. En revanche, ils ont mis qu'il y avait quand même chose significative, avec juste 3-4 ans de recul sur le taux de portage des lésions de l'HPV au niveau oral. Alors, en ce qui concerne le lupus, donc lupus et HPV, ça c'est un gros HPV, je vous ai mis ici. Alors, ce qui est important de voir, c'est que quand on regarde la prévalence de l'HPV chez les patientes qui sont lupiques versus une population contrôle, on se rend compte qu'il y a un odds ratio à quasiment 3, d'accord, de façon significative. C'est-à-dire que les patientes lupiques sont bien plus à risque d'avoir un portage HPV plus important que la population contrôle. Donc on pourrait se dire, oui, c'est lié à tous les traitements qu'elles prennent, etc. Et en fait, on s'est rendu compte dans d'autres études, notamment une publiée en 2019, que ce n'était pas à cause du traitement. D'accord ? C'est-à-dire que les patientes lupiques, qu'elles aient ou pas un traitement, elles sont plus à risque, de par leur maladie, en fait, à risque d'avoir des lésions, un portage plus important de l'HPV, des lésions HPV induites. Donc attention, vos patientes lupiques, même si jamais elles ne sont pas traitées, parce qu'il n'y a pas besoin, soyez vigilantes dans la façon dont vous les surveillez. Vous voyez, il n'y a pas de différence, le fait d'avoir de l'HPV ou pas, selon qu'ils aient de l'azatropine ou pas, ou d'autres traitements. Donc là, je vous ai parlé de la prévalence de l'HPV, et donc aussi, il y a aussi une prévalence plus importante des lésions cervicales de haut grade dans la population lupus versus contrôle. Vous voyez cette méta-analyse publiée en 2014 avec le petit losange qui est largement loin du 1, avec un ratio qui est quasiment à 9-10, on peut se dire. Donc attention. Et vous voyez cette courbe ici, on voit un petit peu mieux, c'était aux États-Unis. Vous voyez que la prévalence des lésions cervicales de haut grade, la population lupique vraiment se détache en incidence de façon majeure par rapport au groupe contrôle, mais aussi aux autres pathologies à type de maladies inflammatoires.
Donc vraiment, le gros message, c'est quand on pense immunodépression, on pense VIH, c'est intuitivement évident, on va dire, mais aussi lupus, mais qu'elle soit traitée ou pas. Alors, je n'ai pas trouvé beaucoup de diapositives, enfin rien d'ailleurs, sur l'évaluation de l'efficacité de traitement pour les patientes lupiques. En revanche, ce que j'ai trouvé en 2018, publié dans la revue Vaccine, qui parle des vaccins, ils ont regardé quelle était l'efficacité, la production des anticorps après la vaccination, que l'on soit lupique, qu'on soit dans un groupe contrôle. Et en fait, parce qu'on pourrait se dire, voilà, une patiente lupique, elle a l'immunité qui ne marche pas très bien, etc., donc mon vaccin ne va pas marcher. Et en fait, on voit que non, ils ont des taux d'anticorps aussi bons après vaccination que dans les groupes contrôle. Donc il y aurait vraiment un intérêt, où il ne devait pas y avoir de frein plutôt à vacciner nos patientes lupiques par rapport à la population générale. J'ai essayé de regarder ce qui se passait par rapport aux autres, donc l'HPV versus maladie inflammatoire chronique d'intestin, maladie de B7, transplantation. J'ai malheureusement pas trouvé grand-chose, la littérature est assez faible sur le sujet. Quelques papiers que j'ai montrés pour parler un peu du sujet. Par rapport aux maladies de Crohn, donc c'est un papier publié en 2015. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que vous avez effectivement, quand vous avez une maladie inflammatoire chronique de l'intestin qui est traitée, il y a un petit peu plus de risque de dysplasie de haut grade par rapport à une population contrôle. Vous voyez, le losange ici est loin du 1. Donc voilà, ces patientes sont à risque et doivent être surveillées. Pour les maladies de B7, alors j'ai trouvé puissance de mon topo, un seul case report, voilà, qui avait été publié en 2016. Bon, au moins c'était en Europe. Et ce qui montrait, c'est que les patients, donc ils décrivaient l'histoire d'une patiente qui avait une maladie de B7 et qui avait des récidives de néoplasie intravulvaire malgré les traitements. Bon, voilà. Un papier sur les dysplasies, donc c'était un article aussi européen qui a été publié en 2018, qui montrait que les patientes transplantées avaient sensiblement un petit peu plus de lésions de haut grade que les autres, mais pas grand-chose. Voilà. En revanche, pour être transplanté, et ça c'était important, parce qu'on nous pose souvent la question en pratique, c'est est-ce que je peux vacciner ma patiente transplantée ? Elle est transplantée, elle a un traitement immunosuppresseur, donc finalement le vaccin risque de ne pas être très efficace. Bon, ce papier qui a été publié dans JAMA Oncol, donc bonne revue en 2019, a comparé en fait les taux d'anticorps d'HPV en fonction de est-ce qu'on était transplanté, traité ou pas. Et en fait, vous avez une aussi bonne production d'anticorps contre l'HPV suite au vaccin chez ces patientes. D'accord, voilà. Donc, pas de réticence à vacciner nos patientes qui sont transplantées en se disant, voilà, le vaccin ne risque de pas marcher, il vaut mieux pas le faire. Non. En ce qui concerne la biologie, je parle pas de l'efficacité, mais la biologie, on peut dire qu'on a intérêt à le faire. Voilà. Alors si jamais je devais un petit peu résumer toutes ces diapositives, au vu de tout ce que j'ai eu de toutes ces savantes, patiente immunodéprimée puis des condylomes vulvaires, je pense qu'il ne faut pas être, en tout cas, agressif du point de vue chirurgical. Et vraiment, l'imiquimod doit ce qu'il faut proposer à nos patientes. Bien sûr, en adaptant le traitement à la tolérance de la patiente. Il ne faut pas qu'elle le fasse mal, qu'elle se brûle, qu'elle soit gênée, qu'elle ne le fasse plus. Donc, apprendre, adapter les doses. Mais c'est vraiment ça qui doit être privilégié par rapport à l'exérèse ou à d'autres techniques. Les lésions cervicales de bas grade. Vraiment, l'important, c'est la surveillance rapprochée. Vous avez vu sur mes diapositives que les patientes qui avaient des conisations un petit peu excessives, tout ça, ça n'empêchait pas finalement qu'il y ait d'autres choses qui apparaissent par la suite. Donc, il ne faut pas être agressif. L'important, c'est de bien les surveiller, de détecter l'apparition d'une lésion de haut grade. On traite que si jamais ça s'aggrave ou si jamais ça devient suspect, éventuellement si jamais ça persiste, mais prudemment. Attention, le risque, c'est la récidive et surtout limiter les exérèses chirurgicales itératives. Pour les lésions cervicales de haut grade, vous avez vu sur mes diapositives que même après traitement, de toute façon, elles risquent de récidiver. Donc l'important, c'est de vraiment les surveiller. Les jeunes patientes, une patiente qui a 25 ans, 28 ans, qui a une lésion de haut grade et qui est immunodéprimée, qui est VIH+, vous savez que si jamais vous commencez dans le cycle des conisations excessives jeunes, vous allez enchaîner, elle va récidiver, vous allez être amené à faire une deuxième, une troisième, une quatrième. Et ça, vous savez que ça grève le pronostic obstétrical chez ces patientes. Donc soyez prudents, surveillez-les et on fait la conisation quand on voit vraiment, quand on a un doute, quand ça persiste, quand ça s'étend, quand ça s'aggrave. Mais surtout finalement, le message, c'est la stabilité, le contrôle de du VIH. Je vous ai mis le 5FU entretien pour les VIH+. Je l'ai mis parce qu'il y avait une étude qui allait montrer en pratique ça on le fait pas. L'important, c'est vraiment le contrôle de la maladie.
Les néoplasies intravulvaires aussi, c'est l'imikimode. C'est le traitement, c'est le topique, et faites attention aux exérèses chirurgicales qui peuvent être dangereux si on les fait trop, du moins très délabrantes. Et pour les néoplasies intravaginales, j'ai mis le 5FU en topique parce que c'est les papiers qu'il y avait dessus, mais c'est surtout aussi la surveillance, le laser, et pourquoi pas aussi la place avec l'Aldara. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que toutes ces patientes immunodéprimées, il faut avoir bien pris conscience qu'elles étaient à risque, donc il faut les surveiller. Il ne faut pas hésiter à les adresser à des colposcopistes référents, et d'où l'importance aussi de respecter la charte de qualité qu'on a mis en place à la SFCPCV, justement pour se former et avoir l'habitude de ces patientes et de ce qu'on voit. Le contrôle de la maladie du VIH, finalement, c'est le point quasiment le plus important. Et puis le Gardasil non avalent, je pense vraiment à toute sa place pour ces patientes immunodéprimées qui vont récidiver. Voilà. Sachez que vous avez quand même des recommandations américaines qui ont été bien faites, qui reparlent un petit peu de tout ce que je vous ai dit en expliquant un petit peu plus les posologies, les façons de les appliquer, ce que je n'ai pas eu le temps de vous présenter là au risque d'être un petit peu trop lourd, mais vous pouvez les retrouver gratuitement sur Internet. Je vous remercie. Bien, est-ce que vous avez des questions à poser sur ce sujet difficile? Plein de mains se lèvent. On va commencer par monsieur qui l'a levé en premier, madame après. Merci. Oui, bonjour, c'est Jean-Guy de Pointe-à-Pitre. Comment vous surveillez, comment vous dépistez ces patients immunodéprimés? Quel est le suivi que vous faites pour vous mettre en place? Alors, bonne question. C'est une bonne question. Il n'y a pas de recommandation française. Le test HPV pour ces patientes, finalement, à partir du moment où la prévalence de HPV est très forte, ça ne va pas permettre un bon tri. Moi, j'ai tendance à plutôt proposer une cytologie. Et ce n'est pas tous les 3 ou 5 ans. Moi, j'ai tendance à la faire annuellement. Oui. Voilà, je crois que le consensus parmi les experts, il n'y a pas de recommandation officielle, c'est de faire un dépistage annuel chez ces patientes-là. Frottis, mais j'ai dit un dépistage. Cytologie. Cytologie. C'est peut-être plus le point de vue international, mais c'est celui sur lequel nous nous sommes mis d'accord pour l'instant en France. Madame, derrière. Oh, pardon, je suis un peu malade. C'était la même question. Pas trop quand même. Non, mais c'est pas le Covid. Parce que du coup, je me posais la question, je me dis, si j'ai un test HPV négatif chez ces patientes, je suis un peu plus sereine. Oui, bien sûr. Et du coup, j'avoue que j'avais un peu tendance à faire du co-testing, en me disant, comme ça, si j'ai un test HPV, je suis plus sereine. Mais donc, du coup, vous dites plutôt frottis annuel comme avant. Voilà. Si l'HPV est négatif, vous n'avez pas besoin de faire de co-testing, il n'y a pas besoin de faire de cytologie, puisque l'HPV comme monsieur disait plutôt frottis annuel, du coup, je demande HPV. Oui, parce qu'elles sont rarement HPV neg. En fait. Voilà, si vous avez 80% d'HPV positifs, donc, va y avoir et la probabilité, vous allez peu dépister vos patientes avec le HPV, c'est-à-dire vous n'allez pas screener les patientes. Et donc, ce qu'ils proposent, c'est de dire, on fait directement, on peut faire un HPV, s'il est négatif, vous êtes tranquille, mais s'il est positif, ensuite, c'est une surveillance plutôt cytologique que virologique. Oui, donc je peux faire un HPV. De toute façon, s'il est positif, j'aurai ma cyto, réflexe, et après faire un frottis annuel. Vous pouvez le faire comme chez la femme enceinte. Et du coup, est-ce que je peux rebondir pour le vaccin, la vaccination chez les immunodéprimés? On peut le faire du coup à n'importe quel âge? Alors, la vaccination de façon générale, il y a des règles qui disent qu'on peut le faire à partir de 9 ans. D'accord. Après, il n'y a pas de limite d'âge en supérieur. Vous pouvez vacciner un homme ou une femme à 40 ans, à 45 ans. Enfin, c'est à l'AMM en fait. Donc, les recommandations françaises ont dit que le remboursement et la recommandation, c'est jusqu'à 19 ans, hommes et femmes révolus, et un petit peu plus chez les hommes homosexuels. Mais vous pouvez vacciner au-delà de ça. C'est juste que c'est pas remboursé. Donc, moi, j'ai tendance, effectivement, à proposer la vaccination à mes patientes immunodéprimées. Ouais. Même si jamais elles ont plus de 19 ans. Mais après, je pense que c'est important, c'est aussi de contrôler la maladie. Une patiente VIH+, j'aurais tendance à, bon, ça se base sur l'expérience, à attendre le contrôle de la maladie et puis de la vacciner une fois qu'on a acquis une immunité correcte. Alors, la vaccination, il a montré que les anticorps étaient aussi efficaces. Ça ne veut pas dire que c'est efficace cliniquement. Ce n'est pas parce qu'on les a vaccinés qu'elles n'ont pas de risque d'avoir une lésion qui risque de survenir au niveau du col, du vagin ou de la vulve. Oui, tout à fait. C'était des surveillances biologiques, ce que j'avais présenté. Il y avait une autre question d'une dame, je ne sais plus où elle est. C'est fini, on a répondu à votre question. Bien, nous passons à la communication. Merci. Ah, pardon, une question au fond. Et
ensuite, nous passons à la communication suivante. Oui, je voulais juste savoir, est-ce que l'âge du premier frottis change si on est immunodéprimé depuis très jeune? La réponse est oui. Et du coup, à partir de quel âge on le refait? Je pense qu'il faut commencer un peu plus tôt, le dépistage à 20 ans. Et c'est ce que je pense. Ouais. Mais il n'y a pas non plus de recommandation officielle pour l'âge du dépistage, mais effectivement, les patients immunodéprimés. Il n'y a pas de recommandation, c'est vrai, mais c'est que dans la plupart des auteurs et du point de vue international, c'est souvent ces 20 ans qui est décrit. Bon, merci. Bien. Maintenant, Jean Gondry, qui va nous dire maintenant la colposcopie et les images. Bonjour. Un challenge de faire de la séméologie colposcopique en 20 minutes. Remettez-vous à niveau. Donc je vais essayer de transmettre quelques messages sur le sujet, mais bien entendu, en 20 minutes, on ne va pas voir toutes les situations et toute la séméologie colposcopique. Quelques messages. Le premier, c'est la signification de colposcopie. On a tendance à dire que c'est l'examen du col au microscope, mais ce n'est pas tout à fait exact. Ça vient du grec et ça veut dire on examine la cavité, la caverne. Et donc, c'est le premier message, c'est que la colposcopie justifie d'examiner également les parois vaginales. La deuxième chose, c'est qu'on ne fait pas des colposcopies sans un signe d'appel, qui est un dépistage positif, le suivi du col traité, ou des signes cliniques comme les métrorragies provoquées, qui ne font pas partie du dépistage et qui font bien l'objet d'un examen colposcopique d'emblée. La technique, vous la connaissez, c'est très simple. C'est grâce à une loupe binoculaire, comme un microscope, qu'on va regarder toute cette cavité cervicale vaginale. Un mot sur les bases théoriques. En fait, quand on regarde au microscope, ce que l'on voit, c'est le tissu conjonctif à travers un écran, qui est l'épithélium de recouvrement. Vous connaissez l'anatomie du col, du vagin, et donc les deux types d'épithélium, malpighiens et cylindrique en dedans. C'est l'aspect que vous allez observer va donc dépendre du tissu conjonctif. Plus c'est inflammatoire, plus c'est vascularisé dans le tissu conjonctif, plus ça va être rouge. Et l'aspect après l'examen va dépendre aussi de l'épithélium en fonction de son épaisseur et de ses modifications. Et tout simplement pour l'acide acétique, vous savez que les cellules vont réagir quand elles sont riches en protéines. Ça signifie qu'elles vont blanchir, mais c'est simplement la traduction d'une activité cellulaire, qu'elle soit de réparation ou de transformation. La colposcopie est donc sensible pour repérer les lésions. Elle n'est pas spécifique. Tout ce qui est blanc n'est pas pathologique. Le troisième message essentiel, c'est que tout est basé sur la visualisation en ce qui concerne le col de la ligne de jonction, c'est-à-dire la ligne qui sépare l'épithélium malpighien de l'épithélium cylindrique. Et je crois, même avec un petit peu d'expérience, que c'est pratiquement ce qui est le plus difficile en colposcopie, c'est d'être certain qu'on est bien au niveau de la ligne de jonction. Comment étudier les images colposcopiques? C'est un complexe. Colposcopique, ça veut dire que c'est complexe, c'est pas facile. La première chose, on a 3 temps, vous le savez, sans coloration, après acide acétique et après application de Lugol. L'examen sans coloration est important pour repérer la zone rouge et donc le degré de congestion du stroma sous-jacent. On regarde s'il y a des éventuelles ulcérations, des vaisseaux atypiques, éventuellement avec le filtre vert. Sans préparation, c'est un temps important. Après acide acétique, c'est repérer la ligne de jonction et c'est vraiment le réflexe pour interpréter une image. C'est vraiment tout de suite ce qu'il va falloir chercher quand on a appliqué l'acide acétique à 3 ou 5%. La ligne de jonction, on la voit quand on voit les premières papilles cylindriques normales. Or, les papilles ont des aspects variables, ce qui rend cette image
pas toujours facile à déterminer. Et puis après, on va classer le complexe quand on aura mis l'acide, quand on aura mis le Lugol en col normal, en TAG 1, en TAG 2, TAG 2 peu sévère, TAG 2 avec signe de gravité. Et puis les lésions glandulaires vaginales, j'en parlerai très peu parce que vous avez compris que le temps ne me permettait pas de faire tout cela. Et en fait, l'objet de la colposcopie, c'est bien de repérer la zone qu'il faut biopsier pour apporter un diagnostic. Donc je vais insister sur la ligne de jonction et donc ce qu'on appelle la zone de transformation, la limite interne de la zone de transformation, c'est bien la ligne de jonction, dont on va positionner 3 types, le type 1, le type 2 et le type 3, où dans le type 1, la ligne interne, ici, entre l'épithélium malpighien et glandulaire est bien visible, totalement exocervicale, totalement visible, qui peut être donc, comme ici, reconnaître les premières papilles normales. C'est vraiment le temps essentiel et l'image élémentaire que l'on cherche toujours, c'est ce petit grain de raisin qu'on va voir sur d'autres clichés peut-être un peu mieux. Alors petit exercice sur ce col rouge sans préparation mais peu congestif. J'ai appliqué de l'acide acétique, peut-être que je ne vois pas encore très bien, je vais donc grossir et utiliser le zoom pour repérer les premières papilles cylindriques normales. Une fois que j'ai les papilles, je sais que j'ai la ligne de jonction. Sauf que dans le cas choisi, évidemment, vous voyez beaucoup d'autres lignes de jonction, puisque vous voyez celle ici au niveau de l'orifice externe, bien sûr, mais vous voyez aussi des autres lignes de jonction qui sont sur ces zones de réparation qui n'ont pas été complètement cicatrisées. Et vous avez donc ce tissu malpighien qui a recouvert du glandulaire en laissant des îlots glandulaires. La deuxième type, c'est le type 2. Le type 2, c'est quand vous êtes obligé de manipuler l'orifice externe pour aller voir ces premières papilles cylindriques normales. Et en écartant les lèvres, en utilisant une pince, en utilisant un spéculum, en écartant tout simplement votre spéculum quelquefois, en ouvrant plus le spéculum, l'orifice externe va s'ouvrir et vous allez voir cette ligne de jonction qui apparaît ici entre le glandulaire et le tissu non glandulaire. Alors c'est plus ou moins dans l'endocole, mais on arrive quand même à voir cette ligne de jonction. On va donc qualifier ceci de TZ2. Parfois les choses sont plus difficiles et vous avez un col qui a priori ne pose pas de problème quand on l'examine sans coloration. Un peu d'acidophilie dès l'application d'acide acétique. Où sont les premières papilles? Je dois écarter pour voir. J'écarte, je vois toujours de l'acidophilie, je ne vois pas de première papille cylindrique normale, puisque la lésion est effectivement TZ3, c'est-à-dire qu'on ne voit pas la ligne de jonction. Schématiquement, et pour avoir un côté pratique, dès que j'ai un signe d'appel de dépistage cytologique ou virologique ou clinique, et que j'ai une TZ3, mon exploration va devoir se compléter par un curetage endo-cervical. Qu'est-ce qu'un col normal? Vous voyez, on va le voir en image, c'est donc quand on voit parfaitement cette ligne entre l'épithélium unistratifié glandulaire et malpighien multistratifié. Donc cet épithélium, ce col normal peut avoir l'aspect d'un ectropion, qu'on va dessiner comme cela, où on voit cette zone d'ectopie cylindrique centrale, symétrique, dont le rayon est de plus de 5 mm ou d'au moins 5 mm. Sans préparation, méfions-nous de qualifier d'emblée d'ectropion. C'est une zone rouge visible, sans préparation, sans coloration, avec des vaisseaux que vous voyez ici de façon nette. Lorsqu'on a mis l'application d'acide acétique, c'est simple, on voit la ligne de jonction et à quoi on la reconnaît? Tout simplement parce que chaque image élémentaire ici située est bien une papille cylindrique normale. Mon épithélium malpighien est en surélévation par rapport à mon épithélium glandulaire. Voilà un col avec une activité cellulaire sur cette ligne de jonction qui se traduit par une discrète acidophilie. Cela ne veut pas dire qu'il y a une transformation, il y a simplement des phénomènes de cicatrisation normale.
Je vais juste montrer deux aspects qui pourraient vous faire penser à un ectropion sans préparation. Et pour vous dire qu'on ne dit jamais ectropion sans préparation, c'est une vaste zone rouge qui ressemble un peu à la précédente. Je mets de l'acide acétique, je cherche mes images élémentaires et je vois les papilles cylindriques normales. Je dis donc la ligne de jonction est ici et j'aurais vite fait de dire, quand j'ai mis mon Lugol, j'ai un ectropion. Quand on regarde vite, c'est vrai, sauf que j'insiste pour dire qu'il faut regarder toutes les papilles cylindriques. Celles qui sont en périphérie sont effectivement strictement normales, toutes bien disposées les unes à côté des autres. Et au centre, vous voyez ces papilles coalescentes, acidophiles, qui sont donc absolument un peu avec un aspect un peu sagneux, qui correspond ici à un adénocarcinome. L'adénocarcinome ne naît pas toujours au niveau de la jonction squamocylindrique. Il peut naître dans l'endocole ou à distance, comme c'est illustré ici. Donc quand on voit des papilles normales sur la ligne de jonction, on regarde l'ensemble des papilles cylindriques. Vous voyez ici la différence entre des papilles normales et des papilles collées les unes aux autres, acidophiles. Deuxième exemple, un petit peu plus caricatural, on pourrait dire ectropion parce qu'on a une zone rouge périorificielle, sauf que il n'y a pas de symétrie par rapport à l'orifice externe, premier point. Il y a des suffusions hémorragiques, deuxième point. Et troisième point, vous avez ici des vaisseaux, gros vaisseaux atypiques, petits vaisseaux atypiques. Quand je mets l'acide acétique, les choses, voilà les vaisseaux que vous voyez avec le filtre vert. Et quand on met l'acide acétique, on n'est bien entendu pas sur du tissu glandulaire normal, puisque vous avez ici des zones avec une réaction acidophile importante. On ne voit pas les premières papilles cylindriques normales, on ne voit pas les lignes de jonction. On a un énorme adénocarcinome invasif avec déjà des métastases ganglionnaires. Donc vous voyez que sans préparation, il faut se méfier d'un aspect rassurant d'une zone rouge périorificielle. Alors voyons maintenant à côté du col normal les tags 1 et les tags 2. La tag 1, pour être simple, c'est une zone rouge peu congestive, acidophilie homogène et sans relief. Elle est iodo-négative, plus ou moins homogène. Illustration aisée, zone rouge périorificielle. Le cliché n'est probablement pas parfait, donc on ne voit pas bien, mais tout cela sont des papilles normales. La ligne de jonction est visible ici, et vous voyez ici très discrètement une réaction acidophile vraiment très plate, très fine, très régulière. Lugol négatif qui correspond à ce qu'on appelle la tag 1, qui correspond le plus souvent dans ce cas clinique ici à des choses complètement bénignes, voire rien du tout le plus souvent d'ailleurs. Sans préparation à peine congestif, réaction acidophile plus nette, mais vous voyez qu'elle n'a aucun relief. Il n'y a pas de vaisseau sans préparation, il n'y a pas d'orifice glandulaire cerné, il n'y a pas d'anomalie. Le niveau entre cette réaction acidophile et l'épithélium malpigien est au même niveau. C'est donc tout plat et tout lisse. Nous avons une transformation atypique de grade 1. Sans préparation à notre col. L'acidophilie est claire, nette et précise. Je dois chercher, premier réflexe, mes premières papilles cylindriques normales, sauf que ici je suis gêné par ce bouchon muqueux. Il faut donc utiliser des artifices pour, avec un coton-tige, déployer un peu ce bouchon et reconnaître ici mes premières papilles cylindriques normales. J'ai donc ici ma ligne de jonction qui est visible. Et j'ai une acidophilie, certes avec des surimpressions vasculaires, mais qui est bien au même niveau que mon épithélium malpigien normal. Iodo-négatif, j'ai une transformation atypique de grade 1, TZ1. Mes parois vaginales sont iode positifs, je n'ai pas d'autre anomalie colposcopique que celle-là. Les surimpressions vasculaires ne doivent pas vous faire changer votre classification. Tant que c'est régulier, plat, lisse, avec un carrelage ou une ponctuation bien faite, c'est toujours une tag 1. Voici un col avec une belle réaction acidophile. Les premières papilles sont vues, la jonction est visible,
Et donc mon acidophilie ici est marquée par des surimpressions qui ne font toujours classer ça en tag 1. Parfois difficile de se repérer parce que vous avez des sécrétions sur ce vaste col rouge. L'acidophilie, on a l'impression que c'est acidophile partout. Il va falloir se débarrasser des sécrétions pour repérer dans tout cela qu'il s'agit bien de papilles normales et que ma ligne de jonction, je vais vous la montrer, est juste située un petit peu ici sur l'avant. Tout ça, ce sont des papilles normales et c'est bien insisté sur l'examen des images élémentaires avec cette seule transformation atypique de grade 1. Je suis bien au centre ici avec des papilles normales avec ces sécrétions qui gênent l'interprétation. Et une fois que l'on le sait, on voit très bien ici notre ligne de jonction parfaite, notre ectopie cylindrique et notre transformation atypique de grade 1, Lugol négatif. La tag 2 se caractérise par plus volontiers une zone rouge congestive sans colorant, une acidophilie qui est plus rapide, que je ne peux pas vous montrer en diapo, qui est plus épaisse avec du relief, et qui est également iodo-négatif. Toujours une zone rouge que je peux regarder d'un peu plus près. L'acidophilie est évidente, mais elle a la différence des précédentes d'être en relief, et vous voyez que cette réaction acidophile donne l'aspect d'être en surélévation par rapport à l'épithélium malpighin, ce qui la différencie complètement de la transformation atypique de grade 1. Vous avez du relief sur cette réaction acidophile. Vous avez ici une transformation atypique de grade 2, TZ1, puisque je vois parfaitement mes papilles cylindriques normales sur la lèvre antérieure et sur la lèvre postérieure. Donc vraiment ce caractère en relief non homogène est associé à des tags 2. Lugol négatif. Des aides pour le classement en tag 2, c'est les orifices glandulaires. Ils ne sont pas indispensables, mais quand ils existent et qu'ils sont cernés, voire déformés à distance de la ligne de jonction, ça classe d'emblée en tag 2. Le petit halo rouge péri-lésionnel en périphérie de la réaction acidophile vous fait classer en tag 2. L'association d'une acidophilie et de la persistance d'une rougeur vous fait classer en tag 2. Et puis quelques petits signes qu'on verra rapidement qui ont été ajoutés récemment, enfin plus récemment en tout cas, les petits signes de la crête, du torchon ou de la bordure interne. Un col avec une réaction acidophile. Est-ce une tag 1, est-ce une tag 2 ? Il n'y a pas beaucoup de relief, je vous l'accorde. On s'approche, mais on voit la ligne de jonction est ici. À distance des orifices glandulaires cernés, ça suffit pour classer cela en tag 2. TZ1, Lugol négatif. Rouge, est-ce une ectopie cylindrique, est-ce autre chose ? Bien entendu, on va se déterminer après l'application de notre acide acétique. Il y a une réaction acidophile, mais vous voyez qu'elle est associée à du rouge, blanc, rouge, et ce que je voulais vous montrer, ce halo rouge péri-lésionnel, tag 2. La jonction est visible, TZ1. Lorsque votre tableau d'acidophilie s'associe à des orifices glandulaires qui se déforment en fente ou ici complètement déformés, tout cela vous fait passer en tag 2 d'emblée. Lorsque vous avez un col rouge congestif et que vous avez une persistance de rougeur au sein de l'acidophilie qui n'est plus tellement importante, tout simplement parce qu'il y a une destruction et que vous n'avez plus d'épithélium qui va réagir, on reste sur le stroma, on est sur une situation plus sévère encore de nos tags anciennement 2, avec toujours, vous remarquez ici, notre halo rouge périlésionnel. Les trois petits signes rapidement, le signe de la crête, c'est simplement cet aspect d'épaisseur de l'acidophilie en regard de ma ligne de jonction qui surplombe les papilles. Donc on a l'impression d'être un petit peu en haut d'une falaise et on a nos papilles ici, cylindriques en dessous. Donc c'est cela qui qualifie, mais qui veut simplement qualifier l'épaisseur de l'acidophilie. Le deuxième signe, c'est le torchon, c'est l'épithélium qui se décolle lorsque vous y touchez un peu.
Vous n'avez jamais ça dans les tags 1. Si vous avez un signe de décollement de l'épithélium qui est l'objet d'une réaction acidophile, c'est du tag 2. Vous voyez ces aspects dits de torchon. Alors quelquefois plus discret ici sur une réaction acidophile avec un petit décollement de cette zone. La tag 2, depuis 1983, nous décrivons l'association tag 1, tag 2, c'est la tag 1 périphérique et tag 2 centrale, que les anglo-saxons ont repris sous le nom de inner borderline. C'est à peine congestif, voire pas congestif. C'est acidophile partout. Ma ligne de jonction, je la cherche d'emblée, mais je suis un petit peu gêné par le bouchon muqueux. Mais ici, vous voyez la différence de l'acidophilie en périphérie et de l'acidophilie centrale. Plus intense, centrale, plus épaisse, plus fine et plus régulière en périphérie. Ce que l'on ne voit pas avec les diapos, c'est cette différence également dans la persistance de l'acidophilie. En périphérie, ça a disparu bien plus rapidement qu'au centre. On a une tag 2 centrale et une tag 2 périphérique. Une tag 2 centrale et une tag 1 périphérique. Un autre exemple, vous voyez bien la différence entre cette acidophilie épaisse intense et celle qui est en périphérie, qui est fine, régulière, homogène. Ça va avoir une importance considérable, notamment pour le traitement, puisque notre objectif va être d'enlever cette lésion de haut grade et surtout pas d'enlever tout ce qui est en périphérie, qui ne correspond pas à de la lésion transformante. Un mot sur les lésions glandulaires avec cet aspect classique en cire de bougie, et puis les lésions vaginales pour dire que c'est le Lugol qui nous donne les aspects que vous voyez, iodo-négatifs, quelquefois des aspects spiculés, mais simplement pour dire que tout ce qui est iodo-négatif sur le vagin, c'est suspect et qu'en général, si on a un signe d'appel, il faut les biopsier. L'objectif, c'est bien sûr de faire porter la biopsie au bon endroit, simplement en repérant avec nos différents temps colposcopiques. Je suis en retard, je vais avancer, pardon. Pour vous inviter tout simplement au 3 et 4 juin à ce congrès national qui rejoint la problématique que nous avons avec l'augmentation des colposcopies, des tests HPV positifs 1 an après le premier dépistage, que nous revoyons et que nous allons revoir, je pense, pendant quelques années pour vous, un peu moins pour moi. Je vous remercie. Merci Jean, et comme nous avons eu des orateurs remarquables qui ont respecté chacun leur temps de parole, je les invite tous les trois à remonter ici à la table pour répondre éventuellement à vos questions, puisque nous avons un petit quart d'heure de possibles discussions sur toutes vos remarques, questions ou interrogations en matière de pathologie du col. Madame. Est-ce qu'on peut trouver est-ce que vous avez un compte-rendu type qui a été remis à jour et qu'on peut récupérer pour voilà. Un compte-rendu type de colposcopie. De colposcopie, pardon. Je laisse. Alors la question est tout à fait opportune puisque la société Colpo s'est attelée pendant ces 2 dernières années à retravailler sur cette classification. Vous avez vu que je suis resté très soft, tag 1, tag 2. Nous avions anciennement tag 1A, tag 1B, tag 2A, tag 2B, tag 2C. Et nous avons fait du nettoyage, je vais dire ça comme ça, avec une proposition qui sera faite donc au mois de juin lors de ce congrès, pour vous donner justement cette classification qui va vous permettre de rendre votre compte rendu plus facile, plus aisé. Ce sera donc proposé au mois de juin. Madame. Vous avez parlé du curetage endocervical pour les ZT3. Et ma question, c'était du coup, vu qu'on a une colposcopie qui n'est pas conforme, on a un frottis qui n'est pas normal, on les recontrôle plus tôt, mais on a toujours de l'HPV. Donc on refait une colposcopie, elle est de nouveau pas conforme. Donc du coup, à un moment donné, on ne sait plus trop quoi faire parce que si le curetage revient toujours négatif, mais est-ce qu'on est vraiment assez loin dans le col et à quel moment est-ce qu'il faut penser à une conisation diagnostique finalement, au bout de combien de temps et au bout de combien de colposcopies avec une ZT3? Alors la réponse va être modulée. A priori, si votre curetage est négatif,
les choses sont rassurantes. Mais il va falloir possiblement l'intégrer à l'âge de la patiente et au résultat de la cytologie de triage. Si vous avez une cytologie d'ascus, vous avez moins de probabilité d'avoir laissé passer une lésion que si vous avez une cytologie de haut grade. Donc toutes les choses doivent être intégrées dans une réflexion. Mais a priori, un curetage endocervical bien fait a une bonne valeur prédictive négative. Elle n'est pas de 100%, mais elle est bonne et elle est probablement toujours avantage bénéfice-risque. Si vous faites une conisation dite diagnostique, le problème c'est que vous avez une forte probabilité d'avoir un résultat négatif comme votre curetage et de compliquer encore ensuite votre surveillance puisque votre test HPV a une probabilité assez importante de rester toujours positif. Voilà ma réponse qui est... En tout cas, ce que je veux dire, c'est l'intégrer à l'ensemble des éléments. Je peux faire juste un petit commentaire. Déjà, ce n'est pas une colposcopie, comme vous avez dit, qui n'est pas... Vous avez dit quoi comme terme? Non conforme. Non conforme. Alors, ce n'est pas non conforme, parce qu'elle est conforme, votre colposcopie, c'est que la zone jonction n'est pas vue. Donc, elle est conforme, mais avec une zone jonction non vue. Ça n'est pas du tout une non conforme. Deuxièmement, les seules indications de conisation diagnostique dans tous les ordres décisionnels que nous avons rédigés, c'est ce qu'a expliqué Jean Gondry, c'est la seule indication, c'est frottis de haut grade, TZ3, curetage de endocole, éventuellement négatif, persistance d'une cytologie de haut grade. Toutes les autres indications de TZ3 avec ascus bas grade ne sont pas, à condition que le curetage soit négatif, des indications à une conisation diagnostique. Voilà. Et est-ce qu'il y a une place pour l'œstrogénothérapie Oui, bien sûr, ça a été précisé dans tous les arbres décisionnels. Quand la jonction n'est pas vue, on essaye d'améliorer le col avec une préparation eugénique ou en arrêtant une contraception progestative éventuellement. Au fond, madame... Oui, mais il y en a une qui a déjà posé une question, alors l'autre dame qui n'a pas posé de question, là-bas au fond. Merci. Bonjour, merci. Vous parlez de persistance de cytologie de haut grade après HPV positif, mais il me semblait qu'après HPV positif et cytologie négative, on ne faisait pas de cytologie de contrôle après HPV+. Oui, vous avez tout à fait raison. J'ai eu la même sensibilité que vous en entendant Jean-Luc dire la conisation diagnostique, c'est la persistance d'un HPV positif et d'une cytologie de haut grade. Alors, pour moduler les choses, mais Jean-Luc sûrement prendra la parole, effectivement, dans l'arbre décisionnel, le contrôle un an plus tard, c'est que l'HPV. Je suis d'accord. Si vous avez une TZ3, rien ne vous empêche d'abord de faire le curetage endocervical, puisque c'est c'est ce qu'on conseille en tout cas, mais on peut aussi céder d'autres éléments, dont la cytologie. Je pense que rien n'est interdit. Ça ne fait pas partie de l'arbre décisionnel classique. Dans des situations particulières, rien n'interdit de céder d'autres moyens. Je pense que c'est ce qu'a voulu dire Jean-Luc. Quand on a une situation, je vous laisse poser la question, mais juste pour répondre à la question de madame, là je parlais des situations frottis, HPV positif, au grade, colposcopie non satisfaisante, vous faites des biopsies, il n'y a pas de lésion, le vagin, il n'y a pas de lésion, et vous êtes devant une discordance cytohistologique avec une TZ3, curetage endocole négatif. Donc on refait un contrôle, en général pas un an après, mais 6 mois plus tard, et s'il y a une persistance d'une frottis de haut grade, alors il y a une conisation diagnostique, c'était simplement. Mais quand on a un HPV positif avec une cytologie négative, et qu'on a un HPV positif 1 an plus tard, qu'on fait une colposcopie TZ3, je pense que dans cette situation-là, HPV plus TZ3, il faut céder de la cytologie, parce que ce n'est pas la même chose d'avoir un HPV plus cytonégatif qu'un HPV plus au grade TZ3. Voilà. Madame, vous voulez poser une question? Oui, est-ce que vous avez réussi à faire un consensus européen et avec la Suisse, puisque moi je ne travaille pas en France, et donc, enfin je travaille en France, et donc la qualité est vraiment élevée, et après j'ai du mal à suivre dans les autres pays. Voilà, est-ce qu'on fait exactement la même chose, puisque les remboursements ne sont pas les mêmes, vous voyez, c'est difficile. C'est bien votre question. Alors, si vous voulez savoir tout ça, nous avons un congrès européen qui a lieu au mois de juin et qui est virtuel parce que la Finlande, vous avez compris, est assez près des zones à risque. Et donc, on avait peur qu'en le faisant en présentiel, il y ait beaucoup de gens qui n'aient pas trop envie d'aller se rapprocher de certaines zones.
Donc, mais vous pouvez vous inscrire à ce congrès où il y aura beaucoup de discussions sur des consensus européens. Je crois que ce n'est pas le but de cette réunion ce matin. Hein. Regardez sur notre site de la Fédération européenne de colposcopie. D'autres questions? Bon, bien écoutez, si vous avez... Mais il y a 10 minutes, mais je ne vois pas de questions qui arrivent. Voilà, merci. Bonjour, c'était sur la vaccination pour les patientes qui sont HPV+. Il y en a qui se disent, qui nous demandent si on pourrait vacciner pour éventuellement les protéger ou les aider à se débarrasser du papillomavirus. C'est une question qui revient souvent. On va laisser Geoffroy répondre. Le spécialiste vaccin. Monsieur Vaccin. Alors, il n'y a pas de recommandation, d'accord, sur le sujet. Alors après, on peut s'aider, nous, de nos connaissances pour pouvoir effectivement conseiller les patientes. Il faut avoir bien en arrière-pensée ce que je vous ai dit, c'est que le vaccin a l'AMM, d'accord, à partir de 9 ans, donc on peut le faire sans problème. D'accord, on n'est pas hors AMM quand on fait une recommandation de vacciner quelqu'un à 26 ans, 27 ans, 30 ans. Il y a de plus en plus, effectivement, de données en littérature qui ressortent sur un bénéfice de la vaccination, d'accord, en post-thérapeutique. Donc une patiente qui a eu un CN2, à qui on a fait une conisation, ou qui a eu plusieurs récidives, ou qui a des lésions multifocales ou étendues, il y a des données, alors c'est encore des séries rétrospectives, qui n'ont pas forcément des fortes puissances, mais qui sont en faveur de la diminution du risque de récidive. Donc je pense que si jamais il y a une patiente, effectivement, qui est anxieuse, qui a 30 ans, qui a eu un HPV, et qu'elle vous pose la question de est-ce que je peux me vacciner, oui, on peut le faire, d'accord. Je ne sais pas si il faut qu'on dise la même chose. C'est bon. On ne s'est pas préparé pour répondre, donc j'espère qu'on dit la même chose. Voilà, mais après, il faut les informer qu'on est hors recommandation de population générale, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, hein, hors recommandation de population générale, et donc hors remboursement. Voilà. Et que ce sera 3 injections, à peu près 100 € l'injection, plus le prix de ta consultation. Voilà. Mais après, oui, tout à fait, on peut avoir ce message encourageant pour le faire, sans problème. Sachant qu'il faut quand même être honnête et clair, plus on le fait jeune, mieux ça marche, le vaccin, d'accord. Donc il ne faut pas tomber dans le message de dire bah oui, mais on pourra toujours faire un rattrapage à 35 ans si on ne l'a pas fait avant. Les recos montrent que plus on le fait jeune, mieux c'est, du point de vue 1, l'immunité, et 2, de ne pas avoir rencontré tous les HPV. Et il y a eu plusieurs méta-analyses qui ont été faites, et souvent, vraiment, plus tôt on fait, et si possible avant 17 ans. Je voudrais juste moduler en fonction de la question qui a été posée, compléter, parce que l'AMM, c'est à partir de 9 ans, mais je crois que c'est jusqu'à 46 ans, 46, 45, mais bon, peu importe. Mais surtout parce que votre objectif, c'est de faire disparaître l'HPV avec la vaccination. Geoffroy nous dit en post-conisation, on a une réduction des récidives, des lésions. C'est vrai, sauf que dans les mêmes publications, la prévalence de l'HPV n'est pas réduite chez les patientes qui ont été vaccinées en post-conisation. Ce qui dirait que finalement, c'est peut-être pas aussi. Votre objectif ne serait peut-être pas atteint quand même. Au fond, monsieur, puis ensuite Lydia. Oui, bonjour. Je voulais votre avis concernant les traitements de gel, Colpofix ou Papillocare après une conisation pour les lésions de haut grade. Alors, c'est une très très bonne remarque. La question suivante derrière, c'était... non, je plaisantais. Pour l'instant, il n'y a pas suffisamment d'études scientifiques randomisées, prospectives, qui nous permettent de penser que c'est efficace. Et d'ailleurs, ce n'est pas encore vendu comme un médicament, puisque ce n'est pas un médicament, c'est juste un produit, je ne sais plus comment on appelle ça. Non, il y a un terme médical. Comme un... Pardon ? C'est de la parapharmacie, oui, mais je ne sais plus quel est... Il y a un terme, il y a un terme médical. C'est un produit médical, mais ce n'est pas un médicament. Donc, pour l'instant, on ne peut pas dire... Je ne sais pas si certains d'entre nous le recommandent. Je pense que les deux laboratoires le présentent comme une prévention, une disparition des lésions de bas grade, ce qui n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est qu'il n'y ait pas de cancer, et c'est donc de réduire les lésions de haut grade.
Ces produits n'ont jamais montré, même avec les études insuffisantes pour l'instant, de bénéfices sur la prévention des lésions de haut grade et donc du cancer. Moi, c'est un petit peu mon niveau de réponse vis-à-vis de ces produits. Moi, j'ajouterais, puisque je n'ai pas d'intérêt direct, que vous faites payer quand même à la patiente une somme non négligeable, non remboursée. Bon, c'est peut-être bon pour leur morale, parce qu'elles s'imaginent qu'on fait quelque chose pour elles, mais bon, le placebo, ça marche aussi. Donc, vous pouvez leur donner de la crème hydratante, ça fait... et comparer les faits. Je rebondis sur la même question. Les deux produits, ce sont le papillomacaire de mémoire et Colpofix. Nous, quand on reçoit les laboratoires, c'est vendu comme ça fait disparaître l'HPV, mais pas réduire les lésions. Est-ce qu'en le prescrivant, ça ne va pas perturber la prise en charge ultérieure si ce produit s'est avéré efficace? Et ce n'est pas du placebo, après leurs études. Est-ce qu'il ne faut plus le recevoir? Il faut vraiment qu'on soit clair. Est-ce que c'est efficace ou non? Sachant que quand on les voit, ils nous montrent des études avec une efficacité prouvée scientifiquement. Une étude. J'aimerais que ces produits soient efficaces sur le papillomavirus. Il est certain qu'un certain nombre d'études sont publiées actuellement sur l'étude en fait du microbiome vaginal. Et il semble qu'en fait, l'équilibre de la sphère bactériologique qui est à l'intérieur du vagin influence l'immunité qu'il y a au niveau cervico-vaginal concernant le papillomavirus, comme peut-être d'autres infections au niveau cervico-vaginal. Et il est possible que dans l'avenir, en modifiant ce microbiome, on puisse agir sur l'immunité et sur le papillomavirus. On aimerait que ces études nous permettent d'agir dans ce sens. Mais pour l'instant, ce qui a été publié, c'est que les patientes qui ont un HPV ont un microbiome différent des patientes qui n'ont pas d'HPV. Est-ce que c'est parce que le microbiome est différent qu'il n'y a pas d'HPV, ou est-ce que c'est parce qu'il y a de l'HPV que le microbiome est différent? On ne peut pas répondre. Et il n'est pas certain qu'en modifiant ou en rééquilibrant ce microbiome, on puisse faire disparaître l'infection par papillomavirus et le risque de lésion de haut grade sur le col. C'est encore trop tôt, mais en fait, beaucoup de gens s'intéressent à cela, c'est-à-dire à étudier, si j'ose dire, l'écologie vaginale sur l'influence sur les pathologies qui peuvent survenir au niveau de la filière génitale. J'ai une difficulté avec la date du dépistage parce que quand je vois les patientes à 60 ans, je leur explique le nouveau dépistage. Je leur dis on fera un dernier frottis dans 5 ans si tout est négatif pour les 65 ans. Donc au début, elles accueillent la nouvelle plutôt contentes. Et puis j'ai des remarques, bah oui, mais quand on parle de la physiopathologie, je leur explique un peu l'HPV, elles ont beaucoup de questions. Oui, mais moi j'ai un partenaire récent depuis 1 an. Et du coup, j'ai du mal à leur dire on va quand même arrêter dans 6 ans le dépistage au niveau du col. Bah, je ne sais pas si c'est moi qui dois répondre. Non, l'histoire naturelle du cancer invasif du col, c'est quand même lié à la fois à l'HPV et à l'immunité individuelle. Quand pendant de 25 à 65 ans qu'on a eu une activité sexuelle standard, je vais dire, on n'a jamais réussi à développer une lésion, c'est pas parce qu'on va changer de partenaire notre immunité ce jour-là va changer et va être capable de développer une lésion. Donc on a fait la preuve qu'on était constitué comme ça et qu'on n'était pas capable de faire de lésions transformantes. Je ne vois pas la logique à penser qu'après 65 ans, on va se mettre à transformer une lésion, sauf si, et là c'est indépendant presque du dépistage, votre immunité dégringole parce que vous vieillissez, que votre immunité dégringole, et à 80 ans, vous faites un cancer du col. Ça existe, mais le dépistage n'aura pas sa place dans la prévention de ce cancer, malheureusement, parce que c'est des lésions qui arrivent très rapidement, liées tout simplement à une chute de l'immunité du virus que vous n'avez pas rencontré avec le partenaire à 59 ans, mais peut-être avec celui que vous avez rencontré à 17 ans. Donc la logique, en tout cas en dépistage de population j'entends bien, c'est 25, 65, je n'ai jamais rien eu.
et à 65 ans mon HPV est négatif, il n'est pas logique de proposer de poursuivre le dépistage dans la population générale. Lydia, qui avait une question à poser après, derrière. Oui, du coup, la suite un peu, c'est si la patiente, donc je comprends si elle a un HPV négatif, évidemment, on va pas poursuivre le dépistage. Un peu toujours pareil, ces patientes de 65 ans avec un HPV positif. Ah mais c'est pas la même chose. Oui, je sais, alors on va la surveiller de près, mais on pourrait se dire un petit peu la même chose avec si elle n'a rien développé comme pathologie cervicale pendant ces 30 ans de suivi. Est-ce que... voilà, parce que c'est des colposcopies qui sont difficiles, c'est assez compliqué à suivre. Attendez. Alors attendez, je réponds à la question avant que la prochaine question arrive. Je vous rappelle que le taux d'HPV positif après 65 ans, dans des populations en particulier qu'on a suivies, et là où les choses étaient organisées, on avait des chiffres, c'est moins de 1%. Hein. Donc, laissons tranquilles celles qui sont négatives. Après, quand elles sont positives, on est dans la population qu'il faut suivre. Puisqu'elles sont HPV positives, ça veut dire que c'est un groupe à risque. Et bon, donc ça va être lourd à gérer pour vous. Mais celles qui sont négatives, rassurez-les, quoi. Et elles n'ont plus besoin d'être suivies si elles ont été toujours négatives régulièrement. Lydia. Oui, question. Est-ce que le vaccin est remboursé pour les immunodéprimés, d'abord? Et ce d'autant, j'ai obtenu le remboursement, moi, parce que il y a 1 an ou 2, en négociant avec le médecin traitant de ma caisse. En fait, il suffit de leur téléphoner, de bien exposer, etc. Mais d'après ce que vous disiez, j'ai pas compris si maintenant c'était remboursé ou pas. Alors, je ne l'ai pas dit parce que je ne le sais pas en fait. Donc je ne l'ai pas parlé. Je n'ai la notion du remboursement en population générale, 19 ans hommes-femmes, 26 ans homosexuels. Au-delà, il n'y a pas à ma connaissance, de remboursement spécifique pour ces patientes-là. Mais c'est vrai que j'ai réussi à le faire rembourser dans un cas comme ça, dans le contexte dans un cas d'une femme qui était vierge. Une femme qui était venue me voir vierge à 30 ans, qui savait qu'elle avait commencé une ancienne nonne. Bon, c'était assez sympathique de sa part, et j'ai réussi quand même, en téléphonant au médecin traitant, à faire en sorte qu'il le lui rembourse. Non, mais pour les immunodéprimés, je pense qu'il doit y avoir des moyens de se faire rembourser. Dans le contexte du VIH. En discutant de... Au fond, madame, et après une dame là. Si vous avez le micro, vous pouvez y aller. Bonjour. Allez-y. Je souhaitais savoir justement pour les patientes, les patientes immunodéprimées, il est encore recommandé que ce soit un frottis annuel ou est-ce qu'il y a une place maintenant au test HPV? Alors, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Ah, pardon. Alors, je vais quand même vous répondre. On a, pour les retardataires, on était parti sur la cytologie annuelle. D'accord, merci. Mais je vous fais quand même un complément. Il y a un groupe qui est en cours de réflexion à l'HAS et dont Mandalbro est le porteur. Et donc, ils sont en train de revoir les recommandations. Et ils voudraient rendre ça homogène avec ce que les États-Unis ont décidé, c'est-à-dire HPV tous les 3 ans chez les immunodéprimés. D'accord ? Quand c'est négatif, bien sûr. Pas tous les 5 ans, mais tous les 3 ans. Et donc, ils réintroduisent bien l'HPV dans cette population. Mais ce n'est pas officiel. C'est juste pour répondre à votre préoccupation. Oui, un petit complément sur les immunodéprimés VIH+. Normalement, quand les CD4 sont supérieurs à 400, on fait tous les 3 ans la cytologie. Enfin, on en est à ça dans les recours. Tous les ans, si les CD4 sont en dessous, et tous les 3 ans en cytologie, pour l'instant. Les discussions sur l'HPV. Madame, et c'est la dernière question parce que nous avons dépassé notre temps. Je voudrais juste revenir sur le dépistage après 65 ans. Je suis gynécologue en Polynésie française et parfois il m'arrive de rencontrer pour la première fois des femmes de plus de 65 ans qui n'ont jamais eu de frottis ou qui ont eu un frottis il y a 30 ans.
Et je suis toujours un peu embêtée chez ces patientes-là. Alors, elles sont hors dépistage de toute façon d'un point de vue prise en charge, mais je ne sais jamais, est-ce que je leur fais quand même un frottis, mais est-ce que je continue ou est-ce que j'en fais juste un seul? Il n'y a pas de recours, mais un HPV négatif serait, à mon avis, largement suffisant. Très bien, merci beaucoup. On arrête chez les femmes dépistées régulièrement, madame. Donc là, vous êtes typiquement dans des femmes à qui il faut faire un test. Et il n'y a pas de problème de prise en charge. Tous les frottis que vous ferez, ils seront remboursés, hein. Quel que soit l'âge, les recos ne conditionnent pas la prise en charge en France, en tout cas en France métropolitaine. Si on vous refuse le remboursement, c'est une anomalie. Merci à tous. Vous revenez dans une demi-heure, 10h30, pour continuer. Comme elle sera modérateur de cette session, elle a déjà commencé.